Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler un petit peu mercato, le mercato d'été qui s'ouvre demain, le vendredi 10 juin. Je trouvais que l'occasion était belle pour revenir un petit peu en détail sur la situation de chaque club de Ligue 1. Un club, une recrue. Le concept est assez évident, mais il va nous permettre de poser 2-3 réflexions et tenter de répondre aux questions suivantes. Pour chaque club, quels sont les secteurs de jeu qui ont besoin d'être étoffés en priorité ? Quel type de joueur, quel rôle, quel profil est-ce qu'il faudrait viser et quelle recrue serait la recrue idéale? C'est un petit peu l'idée pour chaque club. Je vais vous proposer un nom qui pour moi, un nom de joueur qui pour moi coche à peu près toutes les cases. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous êtes intéressé en priorité par votre club et peut-être exclusivement par votre club, ce que je peux tout à fait comprendre, j'ai séquencé la vidéo, elle est chapitrée, il y a les timecodes en description, donc vous pouvez ne pas perdre de temps si c'est comme ça que vous voyez les choses, et à nouveau, je le comprends totalement. Pour les autres, on s'apprête à vivre un très très long moment ensemble, et je pense un bon moment, donc installez-vous confortablement, et on est parti. On commence par la Auxerre à la première position, la Auxerre qui a besoin de se renforcer un peu partout. Donc Jean-Marc Furlan a fait du très très bon travail l'année dernière, mais sur la qualité individuelle pure, aujourd'hui il n'y a pas plus de 4, 5, 6 joueurs, je vois l'effectif là, pas plus de 4, 5, 6 joueurs qui ont le niveau pour être titulaires en Ligue 1, peut-être Birama Touré, Gaëtan Charbonnier, Gauthier Hein, Jubal, peut-être Théo Pelnard, peut-être Donovan Léon, peut-être Mathias Autrey. Mais pour avoir une chance de se maintenir, je pense qu'il faut impérativement des renforts et il en faut beaucoup. Il ne faut pas oublier que cette saison, ça c'est quand même un truc super important, cette saison, seuls 16 clubs vont se maintenir. C'est la fameuse saison où on prépare la Ligue 1 à 18, qui verra le jour en 2023-2024. Il va y avoir 4 descentes sèches, même pas de barrage. Donc 4 clubs vont descendre. Si tu veux te maintenir, il faudra finir minimum 16e. Ça va être une bataille sanglante, d'autant plus que, donc ça c'est le bâton, et la carotte est intéressante aussi, c'est le fait de pouvoir appartenir à cette Ligue 1 à 18, mieux protégé, mieux rémunéré économiquement, le gâteau qui sera divisé en 18 parts et plus en 20, peut-être plus attractive au niveau des droits télé. Voilà, il faut en être et il faut éviter donc cette saison de tous les dangers. Quand je vois ça, du coup, je me dis que le propriétaire chinois James Wu va mettre la main à la poche. Il a intérêt à le faire, littéralement. Et de ce que je lis ici et là, Auxerre pourrait avoir une certaine surface financière. Pas dégueulasse pour un promu. On parle d'un budget total d'une quarantaine, cinquantaine de millions d'euros. Pas un budget de transfert, hein, bien sûr, un budget total, coût d'infrastructure, coût de fonctionnement, etc. Mais c'est bien mieux que ce qu'avait Clermont l'année dernière, par exemple. Clermont était à 20 millions d'euros à peu près. 3, c'était 30 millions d'euros en remontant l'année dernière. Quoi qu'il en soit, il va falloir trouver un moyen de renforcer significativement le groupe, de recruter une dizaine de joueurs, je pense. Un très bon exemple à suivre pour Auxerre, tenter de s'en approcher, c'est ce qu'avait fait Lens en remontant à l'été 2020, peut-être que vous en souvenez. Ils avaient déjà une bonne base, mais c'est leur mercato d'été qui fait vraiment tout. Leur mercato d'été 2020, il est fou. Ils font 15 recrues et dans les 15, il y a Klose, Kalimwendo, Seko Fofana, Kakuta, Medina, Badé, entre autres. Auxerre doit chercher à faire un mercato, évidemment, de ce niveau, c'est quasiment impossible, mais chercher à s'en inspirer. Et je pense que c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Quand je vois qu'ils ont pris, par exemple, comme coordinateur sportif, ils l'ont recruté il y a quelques jours, Samir Chama, qui est ex-recruteur du RC Lens, ça tombe bien, sur cette fameuse période. Et du coup, dans cette optique, je pense qu'il y a un bon coup à faire avec Farid Boulaya, donc qui a été relégué, qui va partir libre de Metz cet été, qui est en fin de contrat. Et même s'il reste sur une saison à titre personnel, à titre collectif bien sûr, mais à titre personnel médiocre, il y a de la qualité à revendre chez ce joueur, 29 ans, donc il a encore des saisons à apporter, international algérien, grosse expérience de l'élite, seul il ne suffira pas. Auxerre, pour se donner des chances de se maintenir, a besoin, comme on l'a dit, de 5-6 joueurs de cette trempe, mais Boulaya libre, pour moi ce serait un bon premier pas dans cette direction. Voilà pour Auxerre, on passe à Ajaccio. L'histoire de l'AC Ajaccio l'année dernière, c'est vraiment l'histoire de la solidité. Tu regardes les chiffres, c'est impressionnant. Première défense de Ligue 2 de très très loin. Ils ont encaissé 19 buts sur 38 journées donc, mais seulement la 12e attaque du championnat de Ligue 2 avec 39 buts marqués, à peine un but par match. Donc, même s'ils ont déjà un premier défi pour remplacer Gédéon Kaloulou qui est parti en fin de contrat libre à Lorient, qui était un de leurs meilleurs défenseurs. L'essentiel pour moi, c'est vraiment ce secteur offensif que je vois là assez vide, peu fourni. Il y a seulement 2 joueurs qui ont dépassé la barre des 5 buts saison dernière. C'est Ryan Nouri, 37 ans, et Gaëtan Courtet, 33 ans.
pour décrocher des points en Ligue 1, il va falloir beaucoup plus de qualité devant. Le truc et le problème, c'est qu'Ajaccio a juste zéro moyen. Dans cette optique, je me dis pourquoi pas tenter Kais Ruiz-Athil. C'est un nom qui sort un petit peu de nulle part, je l'accorde. On l'avait vu un tout petit peu en Ligue 1 avec le PSG Air Tourelle, 200 minutes à peu près. Mais de ce que j'avais vu un joueur intéressant, très tendre, mais avec un gros potentiel technique et créatif. Et vu sa situation, il y a peut-être une opportunité à faire. En gros, il était retourné au Barça pour jouer dans la B l'été dernier. Mais il a été relâché il y a quelques semaines pour des raisons extrasportives. Peut-être une question légale vu la guerre que le PSG et le Barça se sont fait à son sujet. En tout cas, il est actuellement sans club et il a été un peu oublié, un peu sorti du paysage. Pourtant, il a que 19 ans et donc il est libre. Ça, c'est un point vraiment majeur. Il est libre pour Ajaccio. Ça peut faire la différence. Le club pourrait lui offrir son premier contrat pro à un montant tout à fait raisonnable, lui garantir du temps de jeu dans l'élite, un tremplin, lancer la belle histoire. Pour moi, c'est quelque chose à considérer, mais il faudra bien sûr beaucoup plus que ça encore. Toulouse, ça c'est super intéressant, j'adore Toulouse, un club qui a beaucoup changé depuis son passage dans l'élite, depuis son dernier passage dans l'élite. Toulouse aujourd'hui c'est devenu vraiment la structure sportive modèle qui a pris le virage du foot moderne en faisant reposer une bonne partie de sa prise de décision sur la data, en n'ayant pas peur de scouter à l'étranger, ce qu'ils ont admirablement bien fait sous la houlette de Damien Comny, le président. Ils ont super bien recruté quand on voit ce qu'ont apporté les Danois, Rasmus Nicolaisen en charnière centrale et Mikkel Dessler sur le flanc droit, quand on voit ce qu'a apporté l'attaquant brésilien Rafael Ratao, bien sûr l'anglais Rhys Healy qui était le meilleur buteur de Ligue 2 la saison passée avec 20 pions, bien sûr le néerlandais Branko van den Boomen qui était le meilleur passeur de Ligue 2 avec 21 caviars et 12 buts aussi, le meilleur joueur de ce championnat. Ses compilations se regardent sans fin à lui, il va être un des joueurs à suivre de la saison 2022-2023 et disons que ce Toulouse à la sauce Europe du Nord au sens large a des sacrés airs de Brentford. Donc n'a besoin de conseils de personne pour recruter. C'est un super compliment que de dire ça. Mais pourtant, si je devais choisir une zone à recruter, enfin pas de pourtant, c'est le but de notre exercice, si je devais chercher une zone à renforcer, je pense que ce serait le poste de latéral gauche où il manque un joueur de la qualité de Dessler côté droit. Et là, je tenterais bien un nom que personne ne connaît à part peut-être Damien Connolly, un nom que j'ai trouvé sur Instat grâce à leur plateforme d'aide à la décision, c'est Boy Kemper de l'ADO Den Haag. Den Haag, La Haye a fait une très bonne saison en seconde division néerlandaise. Ils ont raté la montée d'un rien, un tir au but dans un match, le 3e round d'accession à l'Eredivisie, un match absolument fou contre Excelsior. J'ai vu le résumé il y a quelques jours, ça finit 4-4, prolongation, tir au but, etc. Ils ratent la montée d'un rien et dans leur rang, ils ont donc un de leurs tout meilleurs joueurs sur le flanc gauche, latéral gauche, Boy Kemper. Latéral avec une grosse qualité de projection, a délivré une dizaine de passes décisives en 2021-2022. C'est le capitaine de son club aussi, à seulement 22 ans, donc des qualités de leadership. La D2 néerlandaise, c'est un peu le terrain de chasse de Toulouse. Ils sont allés prendre Van den Boomen là-bas, du côté de De Graafschap à l'époque. Boy Kemper est coté à 400 000 € sur Transfermarkt. Ça fait penser aux cibles qu'avait le Toulouse de Damien Comolli il y a quelques années, il y a quelques mois. Maintenant, en Ligue 1, ils ont clairement les arguments. Ça pourrait être une belle opportunité pour les deux parties. Ça, plus quelques autres joueurs en plus, et Toulouse aura un beau contingent. Je pense que c'est vraiment une des équipes à suivre cette saison. Prochaine formation, Clermont. Alors Clermont qui avec le plus petit budget de Ligue 1 l'année dernière a réussi à se maintenir à la 17e place. On aurait peut-être pensé voir un petit peu mieux au niveau des performances, au niveau de la qualité, raccord à ce qu'on avait vu en tout début de saison où ils étaient une des équipes les plus enthousiasmantes de l'élite. Ça aurait sans doute été beaucoup mieux donc avec plus de solidité défensive. Ils encaissent 69 buts, c'est beaucoup trop. Et dans ces 69, la part de responsabilité des gardiens était très forte. Arthur Desmas, Djoko ont tous les deux nettement sous-performé. Clermont n'a pas trouvé son gardien numéro 1. Et quand on jette un coup d'œil aux stats avancées, à eux deux, ils coûtent quasiment directement 12 buts. Les post-shot expected goals, personne fait pire en Ligue 1 à part Bordeaux. Un nouveau gardien de qualité pour moi, c'est la priorité numéro 1. Mais j'ai l'impression que ça a été adressé. Ça fait un moment qu'on n'en a pas entendu parler, mais ce sera peut-être annoncé demain au moment de l'ouverture du mercato. Mori Diaw de Lausanne Sport, gardien franco-sénégalais de 25 ans formé au Paris Saint-Germain, normalement devrait arriver. Donc je me dis que si ça c'est fait, on peut regarder du côté de l'autre priorité majeure, c'est pour moi remplacer Mohamed Bayo, qui j'imagine va partir. Il a apporté 14 réalisations et 5 passes décisives. La saison dernière, ça fait 50% du total de buts de Clermont. Si Rachani reste,
il y aura encore quelques cartouches, mais au vu des saisons décevantes de Jodel Dossou, qu'on attendait beaucoup, et de d'Acuna par exemple, pour moi il faut vraiment faire quelque chose sur le secteur offensif, sur le front offensif, et c'est pour ça que je prendrai Astrid Selmani. Astrid Selmani, c'est le 9 de Hammarby en Suède. Il vient de fêter ses 25 ans, c'est juste un attaquant complet, buteur avec un super pied droit, bonne qualité de déplacement pour prendre la profondeur, très gros caractère. C'est donc un Kosovar comme Rachani, je me dis que ça peut faciliter son intégration, que ça peut faire une paire sympa. Rachani qui va sans doute devenir un des joueurs clés du Clermont Foot. Et Selmani sera pas trop cher, il est coté à 1,5 million sur Transfermarkt, ce qui est une bonne chose, parce que Clermont a des ressources très limitées. Et c'est forcément quelque chose à considérer quand on se penche sur leur potentiel cible. Lorient maintenant, pour moi Lorient c'est très clair, il faut un gardien, c'est la priorité numéro 1. C'est quasiment le même problème qu'à Clermont, ils ont 11 buts de trop encaissés à cause de leurs gardiens au pluriel, c'était Nardi et Dreyer, un peu la même situation que Clermont. Ils ont commencé à renforcer le secteur défensif avec Gédéon Kaloulou d'Ajaccio, comme on l'a dit, ce qui pourrait être une très bonne pioche. Maintenant, il faut poursuivre ce travail en prenant un gardien qui est avant tout solide, c'est la priorité, et si possible avec un peu de qualité dans le jeu au pied pour permettre à Lorient de renouer avec sa tradition historique du jeu soyeux, bien léché, et de la relance soignée. Pour moi, ça c'est important. Du coup, celui qui me semble convenir, c'est le Danois Mats Hermansen. Alors c'est un jeune gardien, 21 ans, mais c'est un gardien très très prometteur qui a été le leader défensif d'un Brøndby très costaud derrière. Il est devenu cette saison le titulaire et le capitaine du Danemark U21. Il a même commencé à s'entraîner avec les A en attente sans doute de sa première cape qui devrait pas trop tarder à intervenir. Niveau profil, c'est un shot-stopper dynamique on va dire, très bon sur sa ligne, mobile. C'est aussi un gardien qui, dans la lignée de sa mobilité, aime beaucoup participer au jeu. Il se place souvent entre ses deux centraux pour relancer, on le voit ici. Il a de la qualité, jeu court comme jeu long. Voilà, Mats Hermansen de Brøndby, 21 ans, je pense que tu peux l'avoir pour pas grand chose. Ça serait un très bon coup pour Lorient, surtout dans la perspective d'assurer ton numéro 1 sur plusieurs saisons à venir. Donc voilà pour Lorient, 3 maintenant, dans cette saison de tous les dangers, 3 fait clairement partie des formations menacées par la descente. Maintenant sur le marché des transferts, ils ont un atout dans leur manche, c'est la connexion au Citigroup, c'est leur perspective d'attirer des joueurs qui seraient peut-être sinon difficilement accessibles, de se les faire prêter. Voilà, l'été dernier, ils ont été relativement inspirés sur le marché des transferts, j'ai bien aimé la pioche Xavier Chavalerin comme j'en ai parlé tout à l'heure. Peut-être qu'ils peuvent refaire quelques coups cet été, en tout cas, ils ont assurément besoin de renforts devant. Ike Ugbo a montré des choses intéressantes, mais personne à 3 n'a dépassé la barre des 5 buts. J'en attendais plus de Mama Baldé et Lebo Motiba va retourner à Strasbourg. Du coup, je prendrai un renfort offensif et je prendrai Oscar Estupiñán. Il a explosé cette saison au Vitória Guimarães au Portugal avec 15 buts en 28 apparitions, au point même d'apparaître sur le radar de la sélection colombienne chez les A avec une première cape. C'est un buteur puissant, un vrai joueur de surface, physique. Je pense que c'est le finisseur dont 3 a besoin et que 3 peut s'offrir, surtout parce qu'il est libre. Il est arrivé en fin de contrat à Guimarães. Il suscite quelques convoitises, pas mal en Amérique du Sud, du côté du Brésil notamment, je crois Corinthians et Palmeiras, mais lui a assuré qu'il voulait rester en Europe. Il y aura de la concurrence sur le dossier, encore plus en l'absence d'indemnité de transfert à payer, mais ça fait baisser le coût aussi. Et 3 a des arguments, comme on l'a dit. Il est encore jeune, 25 ans, donc Oscar Estupiñán, s'il y a moyen, je foncerai dessus. Angers maintenant, Angers c'est super intéressant, c'est l'année du grand renouvellement à Angers, le grand chamboulement, il y a plusieurs des cadres historiques qui vont partir, c'est par exemple acté pour Romain Thomas, Ismaël Traoré et Thomas Mangani, Vincent Manceau est très proche de la sortie aussi. Angers, c'était la deuxième équipe de Ligue 1 la plus âgée, juste derrière le Paris Saint-Germain saison dernière. Ils vont perdre une grosse partie de leur identité. Alors, il y a d'autres joueurs importants qui vont faire leur valise aussi, Jimmy Cabot, Mathias Pereira-Lage, Stéphane Bauken. Et les deux éléments offensifs les plus talentueux vont être très sollicités. Je parle de Mohamed Alicho et Angelo Fulgini, qui ont de grandes chances de partir. Sofiane Bouffal va sans doute rester. Il est considéré un peu comme intransférable, c'était le plus grand contributeur, donc lui a priori va rester. Mais pour Cho et Fulgini, ça va chauffer. Donc tout est à reconstruire, derrière comme devant. Sur Twitter, pour préparer cette vidéo, j'avais posé la question si votre club ne pouvait recruter qu'un seul joueur cet été, ce serait à quel poste et ce serait quel profil. L'un d'entre vous m'a répondu si le SCO ne recrute qu'un joueur cet été, on finit en Ligue 2. Et il a raison, il y a beaucoup de monde à prendre. On pourrait parler ici de 6 ou 7 postes, notamment du rôle de buteur. Mais
une idée qui m'intéresse, c'est celle d'un défenseur central relanceur. Pourquoi ? Parce que sous Baticle, cette saison, la défense à 3 angevine s'est attachée à construire proprement depuis l'arrière. Angers, c'était la 4e équipe de Ligue 1 avec le plus de touches dans son tiers de terrain. Clermont était premier de ce classement. On sait que le Clermont de Gastien passait beaucoup de temps à construire, voulait absolument construire proprement avec son 4-3-3, etc. Lyon est 3e de ce classement. Voilà, Angers, qu'on n'attendait pas forcément ici, était 4e équipe de Ligue 1 avec le plus de touches dans son tiers de terrain. Et là, avec les départs de Traoré, avec les départs de Thomas, peut-être de Manso, pour moi, c'est l'opportunité d'approfondir cette idée, de la faire véritablement émerger et de fournir donc à Baticle le matériel nécessaire pour développer son football. Du coup, je partirais bien sur Marco Burch de Lucerne. C'est un défenseur central suisse de 21 ans qui est devenu au fur et à mesure le capitaine du club, qui a un vrai talent, 1m86, toutes les qualités défensives qu'on veut, et surtout, dans l'optique qu'on a décrite, surtout un super bagage technique et une ambidextrie qui en font un relanceur très compétent. Il est titulaire chez les U21 de la Nati et commence à être pressenti pour faire ses débuts chez les A. Lucerne aura beaucoup de mal à le conserver avec la saison qu'ils ont fait. Ils ont joué les barrages pour se maintenir, l'ont emporté de justesse. Marco Burch pour Angers, ça me semble être un très bon coup. Ça pourrait se jouer sous la barre des 5 millions d'euros. Si c'est le cas, pour moi, il faut y aller. Ok pour Angers. Maintenant, Montpellier. Montpellier, le secteur offensif, il y a des choses à faire. Germain a fini la saison à 4 buts. Mavididi a un bon de sortie. On parle notamment d'Aston Villa pour lui. Heureusement, Eliawahi a de bonnes chances de rester. Mais il faut qu'il soit mieux accompagné. Et même si Montpellier compte plutôt miser sur la jeunesse cette saison, espère faire éclore 2-3 joueurs à minima, Sacha Delay, Matteo Loubatière, Axel Guéguin. Je crois que Yanis Guermouche va être prolongé. Ou continuer à développer des Maxime Estève, bien sûr Joris Chotard qui est devenu un maillon fort, un pilier. Il faut des renforts, et il faut surtout des renforts offensifs qui apportent immédiatement un supplément de qualité. Arnaud Nordin va arriver libre depuis Saint-Etienne, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Maintenant je prendrai un buteur parce que Laborde et Delors n'ont pas vraiment été remplacés, comme on l'a dit, Germain ne donne pas satisfaction. Et c'est pour ça que dans le cadre de cette vidéo, je me pencherai sur Giacomo Vrioni. C'est un U23 albanais de la Juve qui était prêté cette année à Tyrol en Autriche et qui a fait une très grosse saison, 17 buts et 4 passes décisives en 25 matchs de championnat. Il a de la taille mais aussi beaucoup de qualité dans la profondeur et la Juve compte le vendre. On parle autour de 3 millions d'euros pour lui. Beşiktaş, Anderlecht et Getafe sont dessus, surtout Getafe apparemment, ça parle de 2 millions d'euros. Pour moi, c'est une adversité à laquelle Montpellier peut se mesurer, peut se battre. Je pense en proposant du temps de jeu, quasiment un poste de titulaire et l'exposition d'une équipe qui joue le top 10 de Ligue 1, il y a un combat à mener. Et si c'est pour attirer ce Giacomo Vrioni là, un joueur qui a prouvé sa capacité d'adaptation et qui à 23 ans a encore du potentiel, je pense que c'est un bon coup à faire. Voilà pour Montpellier. Reims maintenant. Reims c'est assez simple. La 15e attaque de Ligue 1 la saison passée va perdre son meilleur contributeur offensif. Va perdre Hugo Ekitike. Bon, ils vont prendre un chèque d'une quarantaine de millions d'euros, aux alentours d'une quarantaine de millions d'euros pour lui. Mais le remplacer, c'est vraiment une priorité. Ils vont aussi perdre Fès. Mais ils ont pris Emmanuel Agabadou de peine pour le remplacer. Donc ça, ok, c'est réglé. Rajkovic va partir. Il faut prendre un gardien. Il faut un minimum un gardien, un avant-centre titulaire, mais j'ai choisi de partir ici sur l'avant-centre et j'ai choisi de prendre Sékou Mara. Alors, à 19 ans, il est sûrement la plus belle promesse de ce Bordeaux relégué. Il a fini la saison fort avec 5 buts sur les 7 derniers matchs, à peu près 1000 minutes de Ligue 1 à se mettre sous la dent. Il ne peut pas rester en Ligue 2, ça c'est sûr. Et niveau profil, je pense qu'il matcherait très bien avec Reims. C'est un vrai avant-centre, un vrai buteur, mais aussi avec un bon bagage créatif, doué dans l'élimination, peut prendre de la profondeur. Il est sous contrat avec Bordeaux jusqu'en 2025, c'est sûrement la plus grosse valeur marchande du club. Donc il faudra peut-être mettre entre 8 et 10 millions d'euros. Mais en vendant Ekitike, tu as 1, les moyens, ça c'est important. Tu as 2, besoin de ce profil, un attaquant prolifique, créatif et jeune sur lequel tu peux faire une bascule. Et 3, surtout, tu as des atouts pour le convaincre. Tu as la trajectoire d'Ekitike que tu peux référencer. En seulement une belle année chez nous, la Première Ligue peut venir taper à la porte, ce genre de discours. Si Reims peut faire Sékou Mara, pour moi, il faut le faire. Brest, ensuite, Brest a déjà commencé à avancer quelques pions. Ils ont pris Pereira Lage d'Angers qui était en fin de contrat. Ils essayent de garder Youssef Belaïli, je ne sais pas si ça va aboutir. Mais pour l'instant, quand je regarde l'effectif brestois, je trouve qu'il manque un petit peu de solidité dans l'entrejeu. L'entrejeu commence à être de plus en plus fourni au poste créatif, mais il manque un 6 ratisseur qui stabilise le milieu de terrain, un destructeur. Et là, pour faire simple, je me dis que Maxime Gonalon pourrait faire l'affaire. Son club de Grenade a été relégué, il lui reste 1 an de contrat, donc il ne coûtera pas très cher. Il a une grosse expérience, quasiment 500 matchs dans les 5 championnats majeurs. Il est tenté par un retour en France. À 33 ans, il lui reste peut-être 2 bonnes saisons devant lui. Si Brest peut négocier un contrat court, je pense qu'ils auront bien étoffé leur entrejeu à bas coût.
Alors du côté de Lille maintenant, quand on parle du LOSC, la situation fait un peu peur, beaucoup de doutes, d'inquiétudes, d'incertitudes. J'ai pas l'impression que l'état-major soit vraiment prêt à mettre la main à la poche cet été. Pourtant, il va y avoir des départs importants. Yilmaz et Sheka, fin de contrat. Renato Sanchez a de bonnes chances de partir. Botman aussi, peut-être même David. Donc un élément clé à chaque ligne. J'ai l'impression que, de ce que je lis, de ce que j'entends, j'ai l'impression que pour les dirigeants, ça va être un été pour faire une balance positive. Ce qui pourrait coûter niveau ambition sportive, sans compter qu'entre les situations de l'étang, de Gourvenec, on a un peu du mal à savoir à quoi ressemblera la structure de l'an prochain. Donc c'est un peu le flou, mais une certitude, comme pour pas mal d'équipes de cette liste, une certitude c'est qu'il faut un renfort offensif de qualité. Entre Yilmaz, fin de contrat, peut-être un transfert à venir pour Jonathan David, il faut une pointe prolifique, efficace et pas trop cher. Du coup, je suis parti sur Mohamed Bayo. Donc on connaît bien le profil, il était performant en Ligue 2, il a été à nouveau en Ligue 1 la saison passée, 14 buts, 5 passes décisives. Il veut partir, il a signifié à Clermont son envie de s'en aller. Pourquoi pas faire un tour du côté de la Decathlon Arena? Lille en général est assez compétitif niveau salaire, pourrait proposer à Clermont autour d'une dizaine de millions d'euros. Si l'opportunité est là, je pense qu'il faut la saisir. Voilà pour Lille. Nantes maintenant, l'équation à Nantes est très claire. Ils vont perdre Kolo Muani, peut-être Moses Simon, peut-être Ludovic Blas. Pourtant, ils vont jouer l'Europa League. Et on parle aussi d'intérêt ici et là pour Quentin Merlin. Donc il faut des renforts sur le front offensif, c'est clair et net. Et j'ai choisi Dante Van Zeir de l'Union Saint-Gilloise. Alors l'USG s'est un peu écroulé sur la fin de saison, sur les playoffs, ce qui leur a coûté le titre. Bruges en a profité. Mais dans l'ensemble, leur exercice était remarquable. Et après Denis Undav, qui était le buteur numéro 1 du club, le second homme fort des unionistes, c'était Dante Van Zeir. Il a fini à 13 buts et 10 passes D. Un double-double donc, qui est très représentatif de sa grande qualité aux avant-postes, excellent joueur de profondeur, ultra dynamique et juste un très bon finisseur, gros jump, qualité aérienne entre autres. Nantes aura de la concurrence, c'est sûr, mais avec le chèque de Kolo Muani, peut-être celui de Blas, Nantes pourrait aussi avoir des ressources. Et s'il faut frapper un grand coup pour renforcer le 11 de Comboiré, Dante Van Zeir, ça pourrait être une super prise, surtout qu'il a que 24 ans. Donc si ça se joue autour de 8-9 millions d'euros, pourquoi pas tenter le coup. L'OL, l'Olympique Lyonnais, mon Noël est en train d'aller vite sur le marché des transferts. Lacazette et Le Pénant de Caen apparemment sont bouclés. L'annonce pourrait intervenir dans les prochains jours. Mais l'OL a bien fait d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de boulot. Je dirais un peu partout, il faut amener des joueurs intelligents et énergiques, capables d'imprimer l'intensité nécessaire pour enfin construire le projet tactique de Peter Bosz et possédant une mentalité différente que celle qui a été la mentalité dominante au club depuis plusieurs saisons, celle qui règne dans le vestiaire depuis trop longtemps. Donc voilà, c'est surtout ça que j'ai envie de voir chez les recrues pour construire sur l'ossature Lopez, Gusto, Loukeba, Cacré, les joueurs du centre qui ont la rage au ventre. C'est ça que j'ai envie de voir chez les recrues. Et les zones à renforcer, bien sûr, il y en a plein, mais pour moi, ce qui manque cruellement à Lyon, c'est de la qualité sur les côtés. Les côtés avant tout, que ce soit devant, ou si Tété n'est pas conservé, il restera qu'un seul vrai joueur de couloir en la présence de Karl Toko Ekambi, que ce soit derrière, où Emerson devrait partir et où Henrique n'a pas le niveau. Et donc si j'ai le droit qu'il y ait une recrue supplémentaire, je vais prendre plutôt en latéral parce que de toute manière l'animation lyonnaise fait de ses joueurs offensifs plutôt des joueurs axiaux, que ce soit le 4-2-3-1 ou le 4-3-3 de Peter Bosz. Toko Ekambi à gauche, Fèvre à droite par exemple, ou Cherki à droite, ou peu importe, sont naturellement plus des joueurs de demi-espace qui ont tendance à migrer vers l'axe. Le manque de qualité sur la largeur de Lyon qui est criant depuis un moment, le manque de qualité sur les côtés, pour moi il vient surtout du manque de qualité des latéraux. Ou en 2021-2022, Dubois à droite et Emerson à gauche, mais c'était d'autres avant, n'ont pas assez apporté avec ballon. Heureusement, il y a Malo Gusto, un rayon de lumière qui voit le jour sur ce flanc. Il a de bonnes chances de partir titulaire la saison prochaine, je pense, donc ça c'est bien. Maintenant j'ai envie de voir la même qualité de vitesse, de percussion de l'autre côté. Et donc le latéral que je choisis, c'est sans surprise Tyrell Malacia du Feyenoord. Je dis sans surprise parce que c'est un nom qui flotte depuis un moment, apparemment l'OL a déjà fait quelques offres. C'est un nom auquel Lyon est associé, mais je suis d'accord. Il sort d'une saison à 4400 minutes à Rotterdam où il a brillé, que ce soit en Eredivisie ou en Conference League, grâce à sa qualité dans les deux phases du jeu. Vraiment les deux phases hyper véloces et techniques avec ballon, mais grosse qualité défensive aussi. C'est le 4e joueur avec le plus de tacles de son championnat, très agressif. La concurrence va être forte, apparemment United, le Manchester United d'Erik ten Hag est dessus, ce qui pourrait poser
quelques complications. Maintenant, Lyon a des arguments. Un, le fait de lui proposer tout de suite un rôle de titulaire, de cadre. Deux, la présence sur le banc de Peter Bosz, c'est quand même un gros point fort, la connexion néerlandophone, la perspective de convaincre le joueur qu'on compte vraiment sur lui. Et 3, c'est le dernier bon latéral gauche qu'on a eu à Lyon, est allé au Real Madrid, a eu une trajectoire de carrière intéressante. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire miroiter, même si, pour être honnête, c'est quelque chose dont j'aimerais qu'on s'éloigne de plus en plus. Parce que je pense que cette perspective d'attirer des joueurs via notre mécanisme tremplin bien connu, c'est aussi ce qui nous coûte en matière de mentalité défaillante. C'est aussi ce qui a empêché de construire un collectif et un état d'esprit dans le vestiaire conquérant, uni. Donc voilà, c'est un argument, mais c'est peut-être pas celui sur lequel je tirerais le plus. Performer à Lyon, peut-être qu'on vit dans un monde utopique quand on dit ça, mais j'aimerais que ce soit plutôt ça la finalité. Bref. Pour Tyrell Malacia, je pense qu'il y a moyen, et s'il y a moyen, il faut le faire. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, en plus, vous savez que moi je milite depuis longtemps pour une forme de mix lyonnais, brésilo-néerlandais, un sorte de triptyque hyper joueur, hyper offensif qui me semble bien collé aux aspirations et à l'identité historique du club. Je pense que niveau foot moderne, c'est pertinent, et esthétiquement, ça me plaît beaucoup, un foot offensif, libéré. Joueur, Tyrell Malacia rentre totalement dans cette idée. Please, il faut le faire. Ok, pour Lyon, Lens maintenant. Le profil idéal est vraiment pas évident à donner quand on regarde du côté lensois parce qu'il y a surtout beaucoup de bonnes choses à conserver. Je pense que c'est vraiment ça la clé du mercato dans le Nord. Combien de tes joueurs est-ce que tu réussis à conserver? Lens, c'est une équipe, c'est l'inverse de Lyon. Lens, c'est une équipe qui est une vraie équipe avec une forte implication de l'ensemble du collectif. Pas d'individu qui porte le groupe tout seul et qui donc pourrait en contrepartie s'affranchir de ses responsabilités. Pas d'individu avec un ego trop fort au-dessus de la moyenne. La charge est bien portée et elle est bien répartie. 13 buteurs différents cette saison côté lensois, c'est le record de Ligue 1, 7 joueurs à 5 buts ou plus. Il y a une super ossature. En fin de saison dernière, dans le cadre de l'émission que je faisais avec Free Tag Team, on réfléchissait un petit peu à comment Lens pourrait progresser, franchir encore un cap la saison prochaine. Je disais qu'un des chantiers, ce serait réussir la transition Leka Fariñez, qui, de mon point de vue, au poste de gardien, te permettrait d'avoir encore plus de qualité. Je crois plutôt en Fariñez. Le problème, c'est qu'il y a quelques jours à peine, il s'est fait une grave blessure. Peut-être les croisés, mais quelque chose qui va l'éloigner des terrains pendant au moins une moitié de saison. C'est vraiment problématique. Donc j'imagine que Leka va rester numéro 1. Pas trop de chantier de ce point de vue-là pour l'instant. Ça retarde un peu l'éclosion de Fariñez. Pour moi, l'idée, ça va être du côté lensois, remplacer les grands départs, où il y a plusieurs menaces qui flottent. 4 risques principaux. Fofana et Doucouré déjà sur cette base du milieu central. Leurs cotes sont à leur maximum. Ils risquent de recevoir des offres difficiles à refuser pour Lens. Donc Fofana et Doucouré d'abord. Jonathan Klaus ensuite qui attire des regards un peu partout en Europe. On parle de l'Atlético Madrid, on parle de l'Angleterre. Et enfin bien sûr Kalimundo, le meilleur buteur lensois la saison dernière. Il est arrivé à la fin de son prêt avec Lens. Donc on ne sait pas encore de quoi sera fait l'avenir pour lui. Il pourrait tout simplement repartir au Paris Saint-Germain et être ensuite transféré ailleurs. Donc apparemment sur le poste de buteur, Lens s'est déjà positionné. Ils sont bien placés sur le Polonais Adam Buksa qui pourrait être officialisé bientôt. Sur le poste de latéral droit pareil avec Jimmy Cabot que j'aime beaucoup, que j'avais inclus dans ma vidéo des joueurs de Ligue 1 sous-côté il y a quelques mois. Et donc je trouve plus intéressant de réfléchir à la question de l'entrejeu. Ou que ce soit pour remplacer Seko Fofana, qui est le moteur, le capitaine, qui a été titulaire 38 fois sur 38 la saison dernière, qui a joué 98% des minutes possibles, maillon très très fort pour dire le moins, que ce soit pour remplacer lui ou que ce soit pour remplacer Cheick Doucouré, il va falloir au moins une recrue, et plutôt 2. Donc qui est-ce que je prends? Si je suis Lens, je pense que j'essaye d'aller sur Alexis Beka, international espoir français, milieu défensif complet avec un gros abattage mais aussi une bonne capacité de projection grâce à son super potentiel technique. C'est un joueur soyeux et combatif qui avait déjà brillé très fort à Caen et qui avait été aussi parmi ceux à surnager aux Jeux Olympiques de l'été dernier, un des rares, avant de s'envoler donc pour prendre la direction du Lokomotiv Moscou, ce qui était un transfert un peu surprenant à l'époque. Lokomotiv Moscou, 6 millions d'euros. Un an après son arrivée en Russie, il serait forcément pas facile à recruter. Le truc, c'est que 1, le Lokomotiv n'a pas fait une super saison. 2, il avait été pris, il avait beaucoup discuté à l'époque avec Rangnick, qui depuis est parti. Et 3, bien sûr, le contexte géopolitique, est-ce qu'il est avec toutes les incertitudes que ça suppose pour un sportif. Donc, à voir, est-ce que les clubs russes pourront bientôt rejouer des compétitions européennes?
C'est beaucoup de questions quand on est footballeur en Russie en ce moment. Je pense que Lens pourrait se glisser dans la brèche, pourrait en profiter, et Lens serait un excellent choix de carrière pour lui. Un super contexte de développement et d'exposition pour Alexis Beka qui a un milieu défensif joueur et qui donc trouverait un haut niveau d'épanouissement du côté du RC Lens. Il est valorisé à 3 millions d'euros sur Transfermarkt, il en a coûté 6 au Lokomotiv. Si Lens peut l'avoir pour quelque chose dans ces eaux-là, Lens attirerait un vrai talent à un poste où Lens en a besoin pour pas trop cher. Donc voilà pour Lens. Ensuite, Strasbourg, et c'est un petit peu la même question que Lens. Strasbourg a fait une super saison grâce à un collectif fonctionnel au sein duquel il pourrait y avoir pas mal de mouvements. Ce ne serait pas surprenant par exemple que Djikou reçoive une offre qui fasse pas mal réfléchir l'état-major strasbourgeois, surtout vu qu'il lui reste qu'un seul an de contrat. On peut également penser qu'à 28 ans, après 4 belles années passées au club, une saison, la saison dernière à 12 buts, 8 passes décisives, Ludovic Ajor, qu'on peut comprendre qu'il soit tenté par un départ, notamment pour capitaliser sur sa dynamique niveau salarial, il lui reste peut-être un gros contrat à aller chercher, pourrait bouger parmi d'autres, Sissoko, Bellegarde. Bref, en fonction des départs, il se pourrait que l'été soit assez animé. Mais plus que compenser le départ d'Ajorc et ses 12 buts, vu qu'il y a derrière Gamero et Diallo qui ont marqué chacun 11 buts la saison dernière, plus le retour de prêt à venir de Lebo Motiba, j'essaierai plutôt d'ajouter une arme à l'intérieur du jeu côté Strasbourg, capable de jouer au sol. Ça provient d'une réflexion que j'avais aussi tissée la saison dernière dans l'émission de Tag Team, c'était que Strasbourg c'est une équipe fonctionnelle mais très aérienne. C'était la première équipe en France la saison dernière avec le plus de passes hautes, au-dessus de l'épaule, de très très loin. Première équipe avec le plus de têtes, première équipe avec le plus de centres, première équipe avec le plus de renversements de jeu, première équipe avec le plus de duels aériens remportés, mais seulement 11e volume de possession, dernière de Ligue 1 en nombre de dribbles. J'aimerais voir côté strasbourgeois, à la fois du côté esthétique mais aussi pour aller chercher de la performance, j'aimerais voir une palette offensive un petit peu plus variée. Donc plus imprévisible, plus complet, ce qui lui permettrait d'être plus productif encore. On peut penser par exemple à ce qu'amène Adrien Thomasson, mais avec encore plus de tranchants et avec encore plus de créativité. Et du coup, le joueur que j'ai choisi, qui détonne un petit peu et qui détonnerait à Strasbourg, c'est Angelo Fulgini d'Angers. On en a parlé tout à l'heure, il est en fin de contrat en 2023. Gladbach avait tenté le coup au tout dernier moment du mercato hivernal, il y a 4-5 mois. C'était autour de 12,5 millions d'euros à l'époque. On peut penser que ce sera moins, parce qu'il y a 6 mois de contrat en moins et que ça n'avait pas abouti. C'est un super joueur, très créatif, le joueur de Ligue 1 avec le plus de fautes provoquées la saison dernière, très bon chiffre de dribble, de passes progressives. C'est un milieu offensif qui fait vraiment avancer le jeu, qui peut jouer sur le côté aussi. Voilà, Fulgini a bientôt 26 ans, a envie de franchir un cap, on peut le comprendre, et à Strasbourg, il aurait un beau défi. C'est un transfert que j'aimerais beaucoup voir. Voilà pour Strasbourg. Nice, alors Nice, pour le coup, j'ai beaucoup de mal à voir quoi que ce soit. Comme on ne sait pas si Galtier restera, c'est très dur, je trouve, de proposer des noms de joueurs. Entre Galtier et les autres qui sont sur la shortlist, la vision du foot est tellement différente, tellement opposée. Et Nice, je pense, va de toute manière attendre de régler la question du coach pour recruter, que difficile de se positionner sur un joueur. Du coup, je vais tricher un peu et je vais plutôt partir sur un nouvel entraîneur. On peut penser que Galtier, même s'il ne va pas au Paris Saint-Germain, après toutes ces déclarations d'intérêt et tout le remue-ménage qu'il y a en coulisses, on peut penser que ce serait difficile pour lui de rester. Et moi, de toute manière, il y a un an, je ne pensais pas que ce serait le meilleur choix pour Nice. Je n'ai jamais été vraiment convaincu par l'idée de prendre un Galtier pour lancer la nouvelle étape du projet niçois. Nice qui, pour moi, doit avoir l'ambition, avec son effectif et avec ses ressources financières, de pratiquer un foot plus expansif que celui que valorise Galtier. Du coup, je prendrais quelqu'un qui est réputé pour son style offensif, pour son style intense et qui est lié à Nice, c'est Marco Rose. Si Nice a la possibilité de faire Marco Rose, il faut y aller à 100%. Il reste sur une saison moyenne à Dortmund, qu'il a vu être licencié au bout d'un an seulement, mais sur ce qu'il a fait à Salzbourg, sur ce qu'il a fait à Gladbach, sur son pédigré, sur la qualité de son staff, vous connaissez l'affection que j'ai bien sûr pour René Maric, ouais, ce serait une très très bonne pioche pour Nice. Voilà pour Nice, donc Marco Rose, ce serait cool. Rennes maintenant, on approche des sommets de notre championnat. Rennes, c'est un des clubs les plus faciles de la liste, je trouve. Le collectif marche très bien, j'en ai fait une vidéo il y a quelques mois. Rennes est la plus belle équipe de Ligue 1. Il y a la qualité à toutes les lignes et un secteur offensif bien doté, surtout si Lovro Majer reste, ce que j'espère. Rennes devrait en plus profiter des retours de blessures, et là on croise vraiment les doigts, des saisons pleines de Jérémy Doku et de Kamaldine Souleymana, j'espère. Je vois quelques zones à renforcer, comme la charnière centrale. Le départ de Naïf Aguirre semble imminent à l'heure où je m'enregistre. West Ham, c'est entre 30 et 40 millions d'euros. Pas mal pour un gars qui avait été acheté 4 à Dijon il y a 2 ans et que certains ne voyaient pas très bon.
Mais donc pour entrer dans la rotation avec Omari qui est super et avec Badé qui a beaucoup à prouver, il faut au moins un troisième défenseur central et sans doute un quatrième parce que je crois que Gélin est parti ou sur le départ. Un petit milieu supplémentaire, ce serait pas mal pour Rennes aussi, même si j'aimerais voir plus de temps de jeu en 2022-2023 pour Hugo Choukou. Mais surtout, et c'est le poste que j'ai retenu, surtout, il faut monter en gamme sur ce rôle de gardien, où Alfred Gomis a vécu une saison très très difficile, trop d'erreurs flagrantes qui ont sans doute coûté le podium à Rennes, voire la place de Dauphin. Du coup, j'ai pris un nom qui revient pas mal dans les rumeurs de transfert, c'est Walter Benitez de Nice, qui est peut-être le meilleur shotstopper du championnat, tout court, qui est en tout cas tout en haut des classements de stats avancés, celui qui surperforme le plus par rapport à ses post-shot expected goals depuis longtemps maintenant. Il était numéro 1 de cette catégorie en 2018-2019, en 2019-2020 et la saison passée à nouveau. Je l'avais mis dans ma liste des 7 joueurs sous-cotés de Ligue 1 il y a quelques mois parce que malgré toutes ses performances de haut niveau, il n'avait jamais été nommé au trophée UNFP. L'erreur a été réparée cette saison et logiquement, voilà. Est-ce que Nice le lâchera ? Bah oui, bien sûr, parce qu'il va partir libre, il est en fin de contrat. Nice, de son côté, a levé l'option d'achat pour Marcin Bulka, 2 millions d'euros, un truc comme ça. Donc quelqu'un forcément va prendre Benitez cet été, et ce quelqu'un fera une très bonne affaire. Il faut que ce soit Rennes, je pense. Ok, pour Rennes, Monaco maintenant. Monaco, c'est super intéressant, parce qu'ils prennent un énorme chèque, bien sûr, avec la vente d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid. On parle d'une centaine de millions d'euros. Parce qu'ils prennent 35 millions de plus pour la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Parce qu'il se libère des gros salaires, enfin, de Fabregas et aussi de Djibril Sidibé. Ça donne quelques cartouches pour faire plusieurs beaucoup cet été, surtout qu'on connaît la situation et la surface financière de Monaco, on connaît leur force d'attractivité niveau salaire, niveau fiscalité, niveau cadre de vie. Monaco peut regarder en gros un peu de partout en Europe. Et avec ces tours préliminaires de Ligue des Champions à passer, tu peux aussi vite rentabiliser une recrue un peu chère. Si tu passes les tours préliminaires de Ligue des Champions, tu ajoutes 40 millions à ton budget. Voilà, tu peux vite faire un calcul comptable intéressant de ce point de vue-là. Donc c'est un peu un crève-cœur, avec autant de ressources, c'est un peu un crève-cœur d'en choisir qu'un seul. On se ferait bien une petite vidéo sur Monaco. Mais l'évidence, c'est forcément de remplacer Aurélien Tchouaméni. Peut-être pas par un joueur qui a les mêmes caractéristiques, est-ce que ça existe ? On peut donc réfléchir à une animation de l'entrejeu un peu différente, mais quoi qu'il en soit, il faut que ce soit un joueur de très gros calibre. Et du coup, celui que je prends, c'est le Malien Mohamed Camara de Salzbourg. Alors il est déjà très bien coté pour la bonne et simple raison que c'est un monstre, c'est une machine à presser, immense capital énergétique, une présence tentaculaire dans l'entrejeu, ses chiffres de tacle, interception, pression sont excellents, mais c'est aussi un niveau de mobilité qui l'amène avec ballon, où il se projette souvent et avec succès. Donc il y a vraiment beaucoup d'armes dans l'arsenal de Mohamed Camara. Il vient de passer 3 années à Salzbourg, excellente école, il l'a montré en brillant contre le Bayern en Ligue des Champions cette saison. Je pense que ce Monaco de Philippe Clément qui va jouer les barrages de C1, ce serait une super étape pour sa progression. Je pense qu'il détonnerait en Ligue 1. Et je pense que quand tu viens de vendre ton milieu de terrain central au Real Madrid pour 100 millions d'euros, tu as 1. le besoin, 2. les ressources, et 3. un bon argument à avancer à tes potentiels recrues. Donc j'irai à fond sur Mohamed Camara, même si ça doit coûter une trentaine de millions d'euros, la trentaine de millions d'euros dont on parle. Il nous reste le top 2 de Ligue 1, et donc ça signifie d'abord l'Olympique de Marseille, l'OM. Comme de partout, il faut faire plein de choses, remplacer Saliba par exemple, remplacer Camara aussi, mais pour moi il faut avant tout au moins 1 et idéalement 2 joueurs offensifs de calibre élite. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que Marseille la saison dernière a réussi une bonne saison évidemment, Dauphin, mais a trop manqué de tranchant pour parfaitement réaliser son potentiel. Trop manqué de vitesse, trop manqué de qualité de finition devant le but. L'OM est dauphin, en gros, avant tout grâce à sa défense. Sur le secteur offensif, ils ont seulement la 5e attaque en nombre de buts marqués. Ils sont seulement 13e sur le pourcentage de tirs cadrés, donc c'est pas seulement le volume, c'est aussi la qualité de finition pure devant le but. Ils sont 18e sur le nombre de dribbles réussis. Pas assez de provocation, pas assez de pénétration, notamment depuis les côtés. Regardez l'OM de Sampaoli la saison dernière, ça pouvait être honnêtement assez pénible, assez dur. Et l'année prochaine, avec cette phase de groupe de Ligue des Champions à jouer, Marseille a l'obligation de faire beaucoup plus sur le volet offensif. Ça tombe bien, ils ont les arguments. Bien sûr, ils ont cette qualif en C1 qui leur offre de belles ressources en matière financière et en matière d'attractivité. Ils ont un service recrutement qui est très performant, très compétent. Donc, ils n'ont pas besoin de moi, c'est certain. Mais le nom que je propose, c'est un nom qui tourne depuis un petit moment maintenant, c'est Mohamed Ali Cho, bien sûr. On l'a vu se révéler à Angers cette saison, c'est un très gros talent, une super qualité de déplacement,
beaucoup de percussions, la pénétration dont l'OM a besoin. Pas encore une grosse ligne de stats, seulement 4 buts et une passe D en à peu près 2000 minutes de Ligue 1, mais c'est peut-être le point qui justement va le faire passer sous les radars des clubs qui sont en train de se positionner sur Hugo Ekitike et sur ces monstres de Première Ligue avec d'énormes surfaces financières. Ça le redescend d'un cran, Mohamed Ali Cho, et ça le rend plus accessible pour l'OM, surtout qu'il sera en fin de contrat l'été prochain, fin de contrat 2023. Donc ça pourrait se jouer autour de 10-15 millions d'euros peut-être, ce qui serait une super prise pour Marseille, qui a besoin de ce profil, et qui en prenant un des très gros talents de notre championnat à 18 ans, s'offrirait aussi la perspective de faire une belle plus-value financière dans quelques années. Je pense que le coût symboliquement serait fort aussi. S'assumer comme étant un pôle d'attractivité majeur pour les espoirs du championnat de France, là où germent constamment de nouveaux joyaux. Ouais, je pense qu'il y a une réflexion à tisser là. Donc Mohamed Ali Cho, ça me plaît beaucoup. Et puis si on en ajoute un petit deuxième, pourquoi pas Dries Mertens. J'ai vu des rumeurs à ce sujet ce matin. Fin de contrat dans quelques jours à Naples. Saison de Ligue des Champions à venir, au cœur de laquelle il peut rendre des services. Peut-être un contrat court d'une saison ou deux. Marseille a de beaux coups à faire, pour sûr. Et donc enfin, on arrive à la fin de notre vidéo. Il nous reste le Paris Saint-Germain, autour duquel il y a aussi beaucoup d'incertitudes et d'interrogations, nulle plus pressante que de savoir qui sera sur le banc du Parc des Princes la saison prochaine. Mais pour le coup, je vois un petit peu moins le choix d'entraîneur comme étant bloquant pour réfléchir sur le mercato. Parce que le choix d'entraîneur au Paris Saint-Germain a rarement une incidence énorme sur la construction de l'effectif. À Paris, pour le meilleur ou pour le pire, le coach s'adapte à ce qu'il a. Et le rapport de force ne penche pas vraiment en sa faveur. En l'occurrence, que ce soit Galtier ou un autre, je pense qu'il trouvera que ça manque un peu de vitamine dans l'entrejeu. Donc c'est pour moi la zone prioritaire à cibler. Verratti est toujours autant un monstre, ça c'est pas un souci. Mais à ses côtés, il n'y a pas vraiment de joueur calibre vainqueur de Ligue des Champions. Ce à quoi Paris aspire. Wijnaldum, son arrivée l'été dernier, c'était censé être ce joueur, c'était censé être ce gars. Bon, c'est assez clair que ce sera pas le cas. Du coup, moi j'aime bien deux profils. C'est d'abord Nicolo Barella, bien sûr, auquel j'avais consacré une vidéo spécifique il y a un petit moment maintenant. Au-delà de son bagage technique, ce que j'avais souligné, c'est que c'était un joueur super énergique et intelligent, hyper bonne vision du jeu, son fameux coup musclé à force de scanner le terrain, de prendre l'information toutes les secondes et demie. Donc soit Nicolo Barella, soit Seko Fofana, qui est une locomotive, énorme présence athlétique, mais avec beaucoup de mobilité et de finesse, beaucoup d'intelligence de jeu, capable d'allumer longue distance également. Comme Barella me semble impossible à prendre, fin de contrat 2026, l'Inter veut le garder à vie ou presque, je pense que Seko Fofana doit être la priorité du PSG, surtout quand on voit les sommes qui sont évoquées, on dit autour de 20 millions d'euros, quelque chose comme ça, il lui reste 2 ans de contrat. C'est pas la seule prise à faire, mais à 27 ans, pour Seko Fofana, c'est sûr que ce serait le contrat et le challenge d'une vie, et pour Paris, ce serait un bon début de mercato. Voilà pour cette vidéo, elle est très très longue, donc on va en rester là. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater tout ce qui arrive. Faites-moi part de vos impressions dans les commentaires. On est sur une semaine, 80 heures de travail à peu près ici, et il reste encore le montage. Donc voilà, n'hésitez pas à manifester votre encouragement, ça me fera vraiment plaisir. On se retrouve très vite pour la suite, prenez soin de vous et de vos proches, et passez une excellente fin de semaine. Bisous.